Donc on a discuté de l'évaluation du risque hémorragique, des durées d'arrêt des antiplaquettaires lorsque le risque hémorragique est important. On va s'intéresser maintenant à l'autre aspect de la balance risque hémorragique, risque thrombotique, en commençant par la situation où finalement le risque thrombotique est le plus élevé, c'est-à-dire à la phase précoce qui suit la pose de stent. Et donc Ariel, tu vas nous parler de la prise en charge du patient pendant qu'il est sous bithérapie antiplaquettaire pour son stent coronaire. Merci Anne, je suis ravi d'être parmi vous. Alors, j'ai compris qu'aujourd'hui, il fallait que l'on mette en balance ce double risque, le risque ischémique coronaire avec ses conséquences cardiovasculaires gravissimes et des conséquences cérébrales également vasculaires, au regard d'une indication opératoire ou de gestes invasifs à risque. Et donc, peut-être avant de commencer le déroulé des diapositives, je voudrais vous rappeler qu'il y a des situations cliniques cardiovasculaires chez des patients coronariens à risque. Cela concerne le post-infarctus du myocarde ou syndrome coronaire aigu, et cela concerne les patients revascularisés par angioplastie avec stenting coronaire. Et donc, au travers de ces différents chiffres que je vais décliner dans mes diapositives, je vais d'abord vous présenter les données européennes des recommandations récentes, puis les données issues de la réflexion du groupe GIHP. Mais au préalable, je voudrais insister sur un point. Le début du raisonnement doit toujours être le même. Avant de discuter donc le type de traitement qui peut être interrompu éventuellement, il faut se souvenir des 3 éléments indispensables à avoir en tête. Premièrement, quelle est la situation clinique? Est-ce que la maladie coronaire est considérée comme stable ou instable? C'est un point très important. Deuxièmement, quel est le type de stent? Alors là, on peut l'oublier, ce deuxième point, parce qu'aujourd'hui, l'attitude et la stratégie antithrombotique ne doivent pas être dépendantes du type de stent. J'introduirai un bémol tout à l'heure. Et troisièmement, il faut considérer quel est le risque hémorragique, et Pierre vous l'a parfaitement décrit. Et le raisonnement sera donc fondé sur cette prise en compte du risque d'événements cardiovasculaires en fonction de la situation clinique, et donc la durée du traitement antiplaquettaire, puisqu'on parle de cela aujourd'hui, va dépendre de la présentation du patient qui va donc être revascularisé par un stent, selon qu'il a une maladie coronaire stable ou une maladie coronaire instable. La durée de ce traitement, la double antiagrégation ne sera pas la même. Pour vous donner quelques chiffres rapidement que je vais décliner tout à l'heure, en cas de maladie coronaire stable, la double antiagrégation sera donc de 6 mois. En cas de maladie coronaire instable, 12 mois. En cas de risque hémorragique élevé, ces 2 délais seront divisés par 2. Et donc j'aimerais bien que nos collègues à l'écoute se souviennent de cela quand on va décliner différentes situations cliniques avec les recommandations et le niveau de preuve. Donc on commence par la base, si vous voulez bien. Vous voyez qu'il est indiqué dans ces recommandations européennes récentes qu'il est recommandé de poursuivre l'aspirine en périopératoire de façon générale et de reprendre le traitement antiplaquettaire dès que possible. Si vous voulez bien, on va garder tout à l'heure pour la discussion la définition du « dès que possible », car c'est un vrai problème au quotidien pour vous, mes chers collègues, et pour nous, cardiologues. C'est une question qui nous angoisse au quotidien. Ensuite, ce qui a été dit tout à l'heure sur la situation des délais d'arrêt, je ne vais pas la commenter parce que, évidemment, vous allez être attentif à ce qui va vous apparaître comme une contradiction, ou en tout cas une non-congruence de la recommandation pour la durée d'arrêt du traitement du ticagrelor chez le patient qui reste sous aspirine avant d'envisager donc un geste invasif. Mais encore une fois, il faut que vous vous souveniez de la partie de la recommandation où il y a marqué « au moins ». Et donc Thomas a parfaitement décrit les 2 situations où l'on pouvait discuter de la durée de l'interruption de la thiénopyridine. Et on a vraiment retenu les 5 jours indiqués pour le ticagrelor, les 7 jours pour le prasugrel. Et donc, vous voyez, il n'est pas la peine, il n'est pas utile ici de gloser sur cette éventuelle discordance qui n'en est pas une. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur la proposition 2, qui est qu'après l'implantation d'un stent coronaire, car elle fait beaucoup couler d'encre, comme vous imaginez, une chirurgie élective avec interruption
demandé donc par l'opérateur, du traitement par inhibiteur P2Y12 devrait être envisagé après un mois, quel que soit donc le type de stent, si l'aspirine est maintenue bien sûr pendant toute la durée de la phase donc périopératoire. Donc cette prise de position risque de vous faire comprendre que la durée d'un traitement double systématique au décours donc une revascularisation par stent pourrait n'être d'un mois. Or, je vous ai bien dit en préambule que la durée du traitement minimal était de 6 mois, même dans la maladie coronaire stable. Donc, cela va être au cas par cas que l'on va discuter de cette règle qui est qu'au minimum, on pourrait appeler ça un processus finalement de sauvetage, il faut qu'au minimum la durée du traitement double soit de 1 mois après que le stent ait été déployé. Donc vraiment, j'insiste beaucoup pour que vous reteniez la durée du traitement, d'une part, et la situation de prescription du traitement antiplaquettaire, d'autre part. La maladie coronaire instable doit toujours être considérée comme une situation à très haut risque, et donc les indications de gestes invasifs avec éventuelle interruption doivent être bien pesées. Et elles doivent être bien pesées par cette équipe multidisciplinaire qu'on représente aujourd'hui devant vous au travers de ce plateau. Le reste est finalement assez simple. Là, j'ai évidemment fait un résumé d'à peu près 110 pages, mais vous voyez que chez un patient, j'insiste, mais c'est important pour le cardiologue, le patient qui a présenté un infarctus du myocarde récent ou qui est à haut risque ischémique, insuffisance rénale ou maladie coronaire diffuse ou thrombose sévère d'une coronaire chronique ou bien des lésions coronaires qui ont nécessité le déploiement d'au moins 3 stents, vous voyez que ce n'est pas tous les jours, mais c'est quand même assez fréquent, ces patients-là, j'insiste et je ne le dirai plus, doivent être traités pendant 6 mois par cette double antiagrégation et donc, s'il y a une requête d'interruption, pour une raison X ou Y, elle devra être différée de cette durée, car auquel cas on expose le patient à un risque accru d'événements cardiovasculaires à la fois périopératoires et à distance. Une fois qu'on a bien cela en tête, je pense que le GIHP a fait un très beau travail sous la direction de Dan, avec Jean-Philippe Collet qui a travaillé beaucoup aussi sur ce sujet, à la fois pour la partie européenne des recommandations et celle du GIHP. Nous avons essayé vraiment de simplifier à l'extrême ces situations donc d'exposition à un risque thrombotique en regard du risque hémorragique sur la partie droite. Alors si vous le voulez bien, on ne va pas trop s'épancher sur le problème de la prescription d'aspirine en prévention primaire parce que clairement on peut arrêter le traitement par cette monothérapie préventive. On ne va pas non plus passer de temps sur l'aspirine en prévention secondaire pour les situations que nous ne considérons pas, nous, comme cardiologues, comme à très haut risque ischémique, même si un risque ischémique, ce sont des patients qui sont sous monothérapie. Et finalement, on arrête le traitement totalement antiagrégant plaquettaire que dans la situation du haut risque hémorragique. Donc là, je pense que c'est vraiment une recommandation à la fois de bon sens et parfaitement documentée et argumentée. Et pour ce qui concerne la troisième situation dont j'ai beaucoup parlé dans les recommandations européennes, c'est-à-dire la double antiagrégation plaquettaire chez des malades coronariens plus ou moins stables, revascularisés quel que soit le type de stent. Alors vous voyez qu'on a envisagé différentes situations que l'on décrit comme étant des situations à très haut risque. Et vous voyez que ça concerne en particulier les déploiements de stents récents d'une procédure qui date de moins d'1 mois. Les stents qui ont été déployés dans les 6 mois, mais chez des patients à haut risque thrombotique, je vous les ai décrits tout à l'heure, en particulier chez les patients insuffisants rénaux avec des maladies coronaires diffuses. Et enfin, les infarctus. Vous voyez que dans ces situations-là, il faut différer autant que faire se peut lorsque le risque hémorragique est majoré. Et puis, il y a quand même quelques situations à très haut risque où il faut arrêter interrompre le traitement antiplaquettaire. Et donc, vous voyez que ce sont des recommandations à la fois de bon sens et qui sont finalement assez simples à retenir. Et cela a été très bien résumé en 3 points, et je terminerai là-dessus. Donc, vous voyez que, évidemment, Pierre a beaucoup insisté sur ce point. On prend en considération, évidemment, la situation à risque hémorragique,
Et vous voyez que chez les patients à faible risque, double anti-agrégation. Chez les patients à risque modéré, aspirine. Et puis les patients à haut risque, c'est ce que l'on vient de voir. Et puis les délais d'interruption, je n'y reviens pas. Et puis, comme ça a été également très bien dit par Thomas, il faut évidemment ajouter 2 jours à ces délais qui ont été donnés, le fameux 3, 5, 5, 7, de façon à préserver le patient d'un risque hémorragique accru. Donc j'insiste pour terminer sur ce point essentiel qui est la situation clinique qui a indiqué la mise en place de ce stent chez le patient. Tout de même, c'est une vraie révolution. Parce que si on compare aux recommandations précédentes, l'introduction de cette possibilité d'aller au bloc opératoire chez un patient un peu plus d'1 mois après la pose de stent, c'est une grande nouveauté grâce aux prouesses techniques de vos matériels. Oui, clairement, je pense que ça a modifié le paysage, mais encore une fois, je crains ces messages un peu rapides. Hein. Cela doit rester l'exception, hein, ce délai d'1 mois chez des patients dans le post-infarctus ou à haut risque thrombotique coronaire. Par contre, dans les autres situations, oui, vous le savez, dans nos discussions pluridisciplinaires, on a tendance à réduire par rapport à ce qui est indiqué dans les recommandations ces délais au-delà de 3 ou 6 mois, car on sait bien maintenant que les nouvelles endoprothèses actives ont un risque thrombotique moindre. Mais attention, hein, je vous rappelle qu'on a été très déçus par les stents biorésorbables et on est en train de revenir à des considérations plus académiques en préconisant soit leur retrait, soit des études complémentaires, soit en tout cas un traitement antithrombotique et antiplaquettaire en particulier soutenu. Est-ce que ta crainte, elle est parce qu'il existe un gradient entre un arrêt à 1 mois et un arrêt à 6 mois chez un patient donné? Un gradient de risque? Je veux dire, les discussions se font au regard d'une intervention ou de l'urgence d'une intervention. Dans le cas de la chirurgie pour cancer, par exemple, bon, on va quand même avoir tendance à repousser au maximum. Mais si, pour une raison ou pour une autre, le début du traitement antiplaquettaire a induit un saignement qui fait découvrir un cancer, est-ce que raisonnablement je l'opère à 1 mois ou, considérant ce que tu dis et les précautions que tu veux prendre, on doit attendre un petit peu plus? Sincèrement, Pierre, je pense que ça va dépendre dans cette discussion que l'on va avoir au lit du malade de la prise en considération de ce que tu vas définir comme étant le haut risque. Si tu t'adresses à un patient diabétique, pluritronculaire, revascularisé sur plus de 2 artères, une artère qui était occluse en particulier, avec au moins 3 endoprothèses, tu ne vas pas avoir le même raisonnement que chez un patient monotronculaire non diabétique âgé de moins de 50 ans, pour lequel tu vas être beaucoup plus libéral pour la durée de la double anti-agrégation plaquettaire. Donc tu imagines que dans le premier cas, je vais résister fortement à tes pressions en disant il faut t'attendre, Pierre. Et dans le deuxième cas, je vais te dire ok, il est à risque, mais à risque bien moindre que le premier patient, et on peut envisager ce geste que tu me décris comme étant un geste qui doit être fait dans les meilleurs délais. Donc c'est une situation où une discussion collégiale est... Sincèrement, Pierre, je crois qu'elle l'a très bien dit dans son introduction, il y a des recommandations d'un côté, et après il y a une vraie discussion de proximité directe entre vous et nous, et nos collègues aussi d'hémostase qui interviennent tout le temps, aussi où on prend une décision pesée, je dirais, en mettant bien en balance ce qu'a dit Anne, le risque ischémique et le risque hémorragique. Mais tu vois, un patient qui sort d'un infarctus revascularisé avec 3 endoprothèses, dont une artère qui était occluse, on va être extrêmement peu libéral, très rigoureux, très exigeant sur la double anti-agrégation. Donc attendons. Mais finalement, ce que tu décris comme étant les éléments de la coronarographie, de votre technique spécifique du réseau coronaire du patient lié au diabète ou à d'autres comorbidités, c'est probablement les facteurs de risque qui étaient écrits sur ta recommandation, qui ont à peu près le même poids que l'antécédent d'infarctus du myocarde, ou en tout cas l'infarctus du myocarde comme motif de la pose de stent, et qui conduisent à repousser au-delà du 6e mois. C'est du même acabit. Exactement, Anne, mais tu sais, il y a des données épidémiologiques qui ont d'ailleurs mis, on va dire en parallèle, le risque ischémique d'un patient diabétique sans infarctus au risque d'événements cardiovasculaires d'un patient ayant eu un infarctus du myocarde. Il est le même. Et donc, tu vois, ça nous a fait beaucoup réfléchir sur la définition du risque. Il y a d'un côté, bien sûr, l'infarctus du myocarde, qui est vraiment la définition la plus simple du risque par définition.
Et de l'autre, on a des patients à très haut risque, mais qui n'ont pas fait d'infarctus du myocarde. Et c'est la raison pour laquelle même la notion de stabilité ou d'instabilité évolue dans le temps à l'aide d'un certain nombre de marqueurs supplémentaires, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on ne peut pas résumer le risque à la notion de syndrome coronaire aigu d'infarctus du myocarde. Donc je crois que la liste qu'on a mis d'ailleurs dans les recommandations du GIHP, la liste de ces critères d'évaluation du risque auquel est exposé le patient, du risque thrombotique, doivent être vraiment pris en considération par nos collègues anesthésistes aussi. Il faut qu'ils les aient en tête, même au moment où ils posent la question, et parce qu'ils connaissent la réponse en gros. Finalement, c'est pas si simple. On retiendra qu'on fait surtout rien avant le premier mois, que dans un monde parfait, on aurait envie d'attendre la fin de la bithérapie antiplaquettaire. Au milieu, en dehors de la chirurgie à faible risque pour lequel on ne souhaiterait modifier aucun des deux traitements où on peut composer seul, au milieu, on discute avec vous. Et si par inadvertance, on tombe dans cette très 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 rare situation où il faut opérer le patient dans les jours qui suivent une pose de stent, tu penses qu'on peut arrêter tranquillement l'anti-P2Y12 en faisant au mieux, en le mettant en soins intensifs dans une structure quelconque comme la mienne, qui est dédiée à la tête et au cou, où il n'y a pas de cardiologue la nuit, ou qu'au contraire, il faudrait plutôt se tourner vers une structure spécialisée pour le cas où le stent aurait des difficultés pendant la procédure? Sincèrement, Anne, je pense que là, il y a un consensus pour dire que dans ces situations-là, il faut que il y ait un centre d'angioplastie 24 heures sur 24 à proximité immédiate. Parce qu'on sait que le patient que tu as quand même décidé d'opérer parce qu'il y avait par ailleurs une indication qu'on ne pouvait pas différer, donc intervention qui a été réalisée, le patient est exposé à ce risque ischémique initial. Il faut qu'il y ait une salle qui permette de prendre le malade dans l'heure qui suit l'événement de façon à le revasculariser et à lui donner des chances intégrales de récupération ad intégrum de sa fonction et donc de son pronostic. Donc là, oui, il faut que ce soit dans un centre qui dispose d'un centre de coronarographie 24 heures sur 24. Donc tu ne pourras pas le faire, Anne, chez toi. Par chance, c'est des situations exceptionnelles. Merci beaucoup, Ariel. Merci.